Aujourd'hui, on accueille un invité de renom pour cette soirée inaugurale du colloque national éolien. Je vous demande de bien vouloir accueillir Yvan Bourgnon, skipper émérite, détenteur de nombreux records, tandis qu'il s'avance vers l'estrade. Yvan, tu n'as pas pris ton micro? C'est pas grave, tu prendras le mien. Allez, on y va comme ça. Détenteur de nombreux records et surtout de nombreux défis, puisque, et tandis que tu t'approches vers moi, je ne citerai que certains que j'ai identifiés. Un chavirage sur la route du Rhum, c'est pas forcément le plus glorieux, mais en tout cas, très certainement l'un des plus impressionnants, ou celui qui t'a peut-être fait le plus peur dans ta vie. 5 jours, la tête retournée, sans eau ni électricité, sans eau, oui, ni électricité, ça j'en doute pas, sans eau ni nourriture, mais également un tour du monde en voilier non habitable, c'est quand même pas commun, sur un kata de sport. De fait, effectivement, tu es un grand témoin de l'évolution du paysage maritime, des pollutions marines, des changements climatiques, parce que j'imagine que quand on navigue autour du globe, on s'en rend compte forcément. Alors, fort de cette expérience, aujourd'hui, tu as décidé de développer l'opération Sea Cleaners. Est-ce que tu peux nous la présenter et peut-être aussi revenir d'ailleurs justement sur tes observations lorsque tu navigues? Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravi de vous rejoindre. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bruit dans les stands. Ça a l'air de picoler sévère, hein. Un marin comme moi se sentirait à l'aise et finalement dans votre colloque, hein. J'aurais dû venir plus tôt en fait. En tout cas, ça fait bien plaisir de vous voir. Et effectivement, bon, moi, juste pour me présenter rapidement, j'ai eu une carrière de marin, de skipper pendant 25 ans. J'ai basculé après vers l'aventure. C'est là que j'ai été effectivement un petit peu plus témoin des catastrophes écologiques, avec notamment un tour du monde entre 2013 et 2015 sur ce petit catamaran que tu évoquais, qui est un bateau à peine plus haut que l'estrade, où là, en naviguant le long de la barrière indonésienne, le long du Sri Lanka et des Maldives, où j'ai pu constater la pollution maritime, les déchets plastiques, on en parlera tout à l'heure, et de naviguer 2 mois comme ça dans les déchets et de voir des milliers de déchets tous les jours, ça m'a quand même sacrément interpellé. Et puis plus récemment, je suis parti en 2017 sur une autre aventure dans les glaces, avec toujours ce petit bateau, avec l'idée d'être le premier à passer à la voile entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique en passant par l'océan Arctique. Alors même si on parle de déglaciation, il faut quand même réussir à passer là-haut. Et le créneau était un petit peu serré. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir passer pour la première fois avec un bateau à voile là-bas, sans moteur, ça montre bien que le réchauffement climatique est passé par là. Surtout en discutant avec les populations inuites, puisque je me suis arrêté à 5 reprises. Et voilà, les Inuits, ils te disent carrément, les gens de mon âge, que eux, quand ils étaient petits, devant chez eux, il y avait de la glace 100% du temps. Et quand il t'apprend qu'aujourd'hui, il y en a 3 mois, 6 mois par an, là, tu vois bien que le réchauffement est passé par là. Et effectivement, depuis 2016, je me suis lancé dans une idée un peu folle, suite à ce tour du monde, de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour aller récupérer les déchets plastiques en mer? C'est vrai que ça paraît ambitieux, ça paraît gigantesque à la taille de l'océan. Mais voilà, on s'est vraiment posé la question, on est parti d'une feuille blanche, on a essayé de réfléchir à tous les niveaux pour se dire, voilà, est-ce qu'un bateau, alors évidemment un grand, parce qu'un petit, ça aurait du mal, un grand bateau pourrait quand même collecter, ou des bateaux, puisque l'idée c'est d'en faire plusieurs. Et on a lancé du coup une étude de faisabilité en 2016 avec l'idée de concevoir ce bateau. Un bateau qui avait 2 vocations. Un, évidemment, de ramasser le plus possible de plastique. Donc là, il y avait un vrai défi technologique. Quel système de ramassage? Est-ce qu'on met un aspirateur? Est-ce qu'on met un râteau à l'arrière du bateau? Est-ce qu'on met des tapis roulants? Et deuxième techno qui était importante pour nous, c'était de rendre ce bateau autonome en énergie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vous comprenez certainement mieux ce langage. Et pour nous, marins, finalement, de pousser ce bateau de 2500 tonnes en énergie renouvelable uniquement, on s'est confronté à beaucoup de problèmes parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun bateau sur mer
qui est propulsé, un bateau de travail qui est propulsé juste avec des énergies renouvelables. Il y a des démonstrateurs, tu as l'Energy Observer qui utilise l'hydrogène, mais ça reste un bateau qui fait moins de 20 tonnes. Il y a Planète Solar, qui était ce bateau entièrement solaire, mais c'est aussi un démonstrateur qui fait moins de 100 tonnes. Mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre une usine à bord, de loger 36 personnes, de ramasser ces déchets 24 heures sur 24 pendant des jours et des jours. Donc du coup, c'est 2500 tonnes. Comment on va les faire pour les propulser? Parce que l'idée d'aller dépenser du gasoil, de l'énergie fossile pour aller chercher du plastique, ça paraît complètement débile. Donc voilà, c'était la condition, elle était là. Il fallait rendre ce bateau autonome en énergie à 75%. Alors peut-être qu'on peut regarder le petit film, si ça vous va derrière. Alors est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Merci. Et voilà une belle pagaie pour moi. Ça va peut-être me servir, ça, dis donc. Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. Il y a de tout, des crayons, des bouteilles, des jouets, des dentifrices. C'est absolument ignoble. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Il n'y a pas 1 km² d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'ait pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. C'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. On a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. Alors depuis 1950, nous avons produit près de 8 milliards de tonnes de plastique. Sur ces 8 milliards de tonnes, seulement une petite moitié a été recyclée, traitée. Tout le reste a été stocké ou a disparu dans la nature. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est près de 320 millions de tonnes de plastique qui sont générées, dont presque un tiers n'est pas géré. Et sur ce tiers, près de 8 millions de tonnes se retrouvent chaque année dans la mer. Eh bien, en attendant que les efforts de prévention payent, il est intéressant d'aller chercher ces plastiques avant qu'ils ne se fragmentent en mer et avant qu'ils ne se dégradent au point d'être assimilés par l'ensemble de la vie marine. C'est notre projet avec The Sea Cleaners, c'est notre projet avec le bateau Manta. The Sea Cleaners s'est fixé comme objectif d'être autonome au niveau énergie à 75%. Pour cela, on a dissocié 2 phases de propulsion. La première où le bateau collecte les déchets à faible vitesse, à 3 nœuds. Le bateau fonctionnera avec des moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires et des éoliennes. Et la deuxième phase de propulsion, c'est évidemment quand on veut ramener les déchets plastiques à terre. On cherche à aller plus rapidement, à 9-10 nœuds environ de vitesse de croisière. Et là, on utilisera 4 grands mâts avec des voiles Dynarig pour pouvoir rejoindre le port le plus rapidement possible. Afin de capter les gros déchets qui se trouvent dans la mer, on a installé une grosse grue à l'arrière du bateau pour capturer notamment les ghost nets, les amas de filets de pêcheurs, et on pourra les stocker à l'intérieur du bateau dans des grands containers. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Ensuite, les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 m3 et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 m3, soit l'équivalent de 250 tonnes de plastique, avant de les ramener à terre, afin de suivre une filière de recyclage. Pour augmenter l'autonomie du Manta, ce bateau sera équipé d'une pyrolyse, un incinérateur qui génère du carburant à partir des plastiques non recyclables. Pour faire face à ce nouveau défi, Yvan s'est d'abord entouré d'une équipe d'experts et de professionnels, le consortium technique, donc en charge de l'élaboration de toute l'étude de faisabilité. On peut utiliser des éoliennes, des solaires, on va avoir des besoins de stockage. L'autonomie du bateau va être limitée par notre capacité de stocker.
Je me charge plus particulièrement sur le Manta d'étudier les différents aspects de la propulsion par voile pour rendre le bateau le plus autonome possible et également de produire son électricité de bord par le moyen d'éoliennes. Notre partenariat pour la ligne de traitement de déchets, donc c'est aujourd'hui une collecte de déchets organiques et plastiques. On essaye vraiment de faire quelque chose pour la planète et se débarrasser de tous ces déchets plastiques qui polluent les océans aujourd'hui. C'est la particularité du Manta, voilà, c'est de rassembler tous ces éléments sur une grande plateforme et de faire en sorte que cet ensemble soit le plus vert possible. L'idée du Manta, c'est aussi de collecter des déchets près de 300 jours par an. Donc c'est évidemment une donnée scientifique très hallucinante et très importante pour la communauté scientifique, où on va pouvoir dire à un moment donné, ben voilà, les déchets qu'on a trouvés à tel endroit en mer, ils proviennent de tel fleuve, de telle rivière, de tel pays. Voilà, The Sea Cleaner a pour objectif de sensibiliser les populations. Il faut s'attaquer au problème dès maintenant. Ensemble, en fonction de votre taille, de vos besoins, on peut construire une histoire, construire une image autour de The Sea Cleaner et de votre entreprise sur la durée et pour une action qui est vraiment concrète. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez vu un petit peu de travail. Donc juste pour vous donner quelques chiffres quand même clés par rapport à la pollution maritime, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je vais essayer d'être pas trop oxygène. Mais aujourd'hui, vous avez vu à peu près 10 millions de tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année. On a donc produit entre 2000 et 2015 plus de plastique que tout ce qu'on a produit dans le siècle dernier. Et on va produire d'ici 2050 2 à 3 fois plus de plastique que ce qu'on produit chaque année en ce moment. Donc c'est vous dire que la courbe de production des plastiques, elle est exponentielle. Et malgré tous les efforts qu'on pourra faire pour le recyclage, pour gérer mieux les déchets, parce que vous l'avez compris, il y a un tiers aujourd'hui des déchets plastiques qui ne sont pas gérés, dont on ne sait pas où ils vont. En fait, ils vont dans la nature. Et une partie va évidemment dans les océans. Et donc en attendant effectivement qu'on puisse vraiment trouver des solutions à court et à long terme sur la diminution de ces plastiques dans l'océan, bah voilà, on a compris qu'en fait la priorité absolue c'était d'éduquer, de sensibiliser, ça c'est évident, mais en tout cas on ne peut pas se passer dans les 50 prochaines années d'aller chercher ces plastiques dans les océans, puisque en fait le problème c'est qu'on peut aller récupérer les déchets plastiques tant qu'ils sont sous leur forme de macro-déchets, donc tant qu'ils sont sous la forme d'une bouteille d'eau, d'un bouchon, d'un sac plastique, d'un jouet. Mais évidemment, au bout de quelques années, au bout d'1 an ou 2 ans, 3 ans, le déchet plastique il se dégrade et il devient ce qu'on appelle des microparticules de plastique. Et là, on ne peut plus rien faire. Donc quand c'est dans les fameux 7e continents, les gyres océaniques au milieu du Pacifique, là, il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, c'est la pollution des 30 dernières années. Mais par contre, si on va à la source du problème, si on va là d'où vient le plastique, tout simplement, donc à la sortie des grands fleuves, on sait que les grands fleuves sont des grands véhicules de plastique, les grandes villes, il y a des zones de concentration qu'on a identifiées, environ une centaine sur la planète, et là, il y a vraiment des ramassages spectaculaires à faire sur des plastiques qui n'ont que quelques jours ou quelques semaines de dérive. Donc on peut vraiment imaginer faire des collectes assez spectaculaires. Alors du coup, voilà, pour revenir un petit peu sur la faisabilité du bateau, donc on a travaillé entre 2016 et 2018 sur ces systèmes de collecte, ces systèmes d'énergie non renouvelable. Et en fait, moi qui suis marin, je me suis dit, on va mettre un bateau à la voile, on va le propulser comme on faisait avec les clippers dans le temps, on va transporter nos plastiques, on va les ramener à terre.
Et en fait, ce n'était pas si simple parce qu'effectivement, quand on veut collecter du déchet plastique, on a des collecteurs, vous avez vu des tapis roulants qui sont inclinés à 45 degrés dans l'eau et qu'il faut faire remonter à bord. Ces collecteurs, on ne peut pas fonctionner dans n'importe quelle vitesse. Si on va trop vite, très vite, on va avoir des problèmes de fiabilité. Et donc, il faut une vitesse constante de 3-4 nœuds, 24 heures sur 24 pour collecter jour et nuit. Et là, la propulsion vélique par voile était compliquée parce qu'on allait un coup trop doucement quand il n'y a pas de vent, un coup trop vite quand il y a trop de vent. Et donc, il a fallu se résigner à dire, non, il faut faire le choix de l'énergie électrique et travailler sur le sujet. Donc, on a évidemment exploré à fond la photovoltaïque. Donc, on a recouvert le bateau de photovoltaïque de 2000 m². Mais vous savez comme moi, vous qui sommes les spécialistes, que c'est insuffisant par rapport à l'énergie qu'on peut avoir besoin sur un bateau comme ça. Et c'est donc les deux grandes éoliennes que vous retrouvez à l'arrière du bateau, les éoliennes à axe vertical. Alors là, elle est en tripale, elle sera peut-être en bipale dans la version finale pour être un petit peu plus rustique. Mais en tout cas, c'est elles qui vont aller produire de 300 à 400 kW chacune et qui vont fournir l'énergie pour les hélices du bord. Et il se trouve qu'un bateau comme ça à faible vitesse consomme peu d'énergie, donc ça tombe bien. Et puis fournir l'énergie nécessaire pour l'usine embarquée, une énergie qui produit 140 kW, donc il faut l'alimenter. On va faire du traitement de déchets à minima à bord. Puis les 36 personnes, ils consomment forcément de l'énergie, évidemment, sur un bateau. Mais on s'est rendu compte que le bilan énergétique était plutôt positif quand on était en électrique et qu'on collectait les déchets. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on collecte les déchets? On arrive dans une nappe de plastique, on collecte les déchets, on fait remonter petit à petit les déchets à bord. Alors les déchets, il y a plusieurs types de déchets. Il y a les déchets organiques par exemple déjà, nous on ne veut pas. Donc ceux-là ils repartent à la mer naturellement à l'arrière du bateau. Il y a les poissons qu'on peut remonter à bord du bateau. Donc quand il y a une petite dorade qui remonte, on va la mettre au barbecue à l'arrière du bateau et on va la manger tant qu'à faire. Et par contre, s'il y a une tortue, évidemment, on va plutôt la laisser repartir à la mer. Et on a des systèmes à ultrasons à l'avant du bateau, des sonars en fait qui permettent de faire fuir la faune maritime. Puis on a une faible vitesse qui va nous empêcher de piéger normalement toute cette faune maritime. Mais le plastique, lui, remonte à bord du bateau. Et là, en gros, il y a deux types de plastique. Il y a les plastiques dits recyclables. Et il y en a très peu. On pense à un tiers, peut-être 40%. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils ont trop pris les UV, ils sont trop détériorés, donc ils ne sont pas assez purs pour être recyclés. Ces déchets, quand même, qui sont encore recyclables, on va les compacter. Vous l'avez vu sur les images, on va les compacter dans des balles de 1 m3. On va pouvoir en stocker à bord 250 tonnes. Et tout ça, c'est avec l'idée de les ramener à terre. Et puis, il y a l'autre catégorie des plastiques qui sont, eux, dits non recyclables, parce que trop détériorés par la nature, par la dérive, par la flore qui a poussé dessus. Et ceux-là, en fait, au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, au début, on s'est posé la question de les ramener à terre. Mais là, les ramener à terre pour qu'ils finissent dans des incinérateurs qui dégagent du CO2 ou les enfouir sous la terre, ça semblait un peu ridicule. Et on s'est dit, mais il faut qu'on trouve la solution pour les consommer à bord du bateau. Voilà, comme ça, on va augmenter l'autonomie du bateau, on va être dans un cercle vertueux. Et là, on travaille aujourd'hui en collaboration avec Plastic Odyssey, qui est en train de mettre au point une pyrolyse qui va sortir sous format container d'ici 2 ans. Et alors, qu'est-ce que c'est la pyrolyse? Parce que vous ne connaissez pas tous cette technologie. La pyrolyse, c'est tout simplement un outil qui permet de retransformer en fait, le plastique à son état de pétrole brut, qui est son état d'origine. Et alors, du coup, on le fait fondre et on récupère du gasoil à la sortie, tout ça en circuit fermé, sans dégager de CO2. Alors évidemment, on a un petit peu de déchets, on a du carbone qu'il va falloir ramener à terre et puis traiter. Mais en tout cas, on est dans un cercle vertueux qui est assez bon parce qu'on peut vraiment consommer tous ces plastiques qui, de toute façon, dont on ne peut pas faire grand-chose que de fabriquer de l'énergie. Et ça tombe bien, quand on est pour l'instant en théorie à 75% en énergie verte, on va peut-être pouvoir combler les 25% qui nous manquent avec ce carburant qui va évidemment alimenter les générateurs. Alors là, avec un tout petit peu évidemment de CO2 qui se dégage dans l'atmosphère, mais malgré tout, on sera quand même dans un cercle vertueux qui sera assez bon. Donc après, ces plastiques, il y a 2 solutions. Une fois qu'on est plein,
Évidemment, l'idée, c'est de revenir à terre. Donc, par exemple, on collecte des déchets aux Philippines. Là, on est en train de collecter pendant 15 jours. On a fait le plein de local. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur des côtes chinoises, là où il y a des unités de recyclage de plastique. Et ça tombe bien parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en train de se créer en Chine. Et là, on ramène nos plastiques à terre. On travaille déjà en amont aujourd'hui, dès aujourd'hui, avec des gens comme par exemple Decathlon, qui veulent tracer aujourd'hui complètement le plastique. Donc ils veulent pouvoir dire le plastique recyclé qu'on a récupéré, on l'a récupéré à la mer à tel endroit, on l'a ramené à terre sans empreinte carbone, près d'un port ou dans un port qui était proche d'une unité de recyclage. Et puis il se trouve que les unités de fabrication de Decathlon, elles sont en Chine. Donc finalement, le plastique, il va vite revenir dans son unité de fabrication sans avoir dépensé trop d'énergie fossile et tout ça dans un cercle aussi vertueux intéressant. Donc là, ça c'est la première solution. On revient à terre en Chine proche d'une unité de recyclage. Et deuxième solution, on est trop loin d'une unité de recyclage. On est peut-être, par exemple, au milieu dans des îles un peu éloignées. Et là, du coup, on a une autre solution qui s'offre à nous, c'est de revenir, par exemple, à Bali. On revient à terre. Et là, on va profiter, en fait, de notre passage dans des endroits où, justement, c'est là qui pollue le plus. Parce qu'aujourd'hui, vous qui avez peut-être été dans ces pays-là, je pense que vous avez vu ô combien la dégradation, elle est 1000 fois supérieure à celle qu'on a ici. Et donc, CiCleaner, ce n'est pas qu'un collecteur de déchets, c'est toute une équipe qui a derrière, toute une armada de gens qui vont aussi travailler sur le volet éducatif, sur la sensibilisation, un peu en France, un peu en Europe, mais surtout dans les pays où on va aller, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, là où il y a vraiment des évolutions spectaculaires à faire sur l'éducation. Et donc, quand on arrive à Bali, nos équipes ont déjà pris le relais et on va pouvoir convoquer les politiques, les décideurs, les gens qui sont vraiment influents sur place. Parce qu'avec un bateau comme ça, qui fait la taille d'un terrain de foot, qui mesure 70 mètres de long, 49 mètres de large, qui est un vrai concentré de technologie, qui est un vrai bateau révolutionnaire, qui va amener vraiment, qui va changer les choses, là, on a vraiment un porte-étendard qui va nous permettre d'interpeller les gens et de leur dire, maintenant, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de mieux que de jeter ces déchets plastiques à la mer. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous mettre à disposition des pyrolyses. Ces pyrolyses sous format container, qu'on voit un peu à l'image, qu'on va donner et qu'on va livrer aux habitants, puisque nos mécènes qui nous soutiennent non seulement contribuent à l'effort pour le bateau, mais contribuent aussi à la fabrication de ces pyrolyses qu'on va mettre à la disposition. Donc quand on revient à terre, on ne leur dit pas débrouillez-vous avec les plastiques, on les accompagne dans leur démarche d'économie circulaire, on leur met à disposition ces containers de recyclage, il y en a même certains qui seront à bord du Manta, et puis voilà, on essaie de leur expliquer qu'ils peuvent changer leurs habitudes et que c'est quand même mieux d'aller consommer finalement ces déchets plastiques dans leur pyrolyse, d'aller faire le plein de leur voiture ou de leur machine agricole à la pyrolyse plutôt que de consommer et d'aller à la station-service comme ils le faisaient avant. Alors un projet comme celui-là, c'est aussi toute des données scientifiques importantes qui vont arriver, parce qu'aujourd'hui, on a envoyé quelques bateaux faire des expéditions scientifiques sur les microparticules de plastique au milieu des océans, et ça on a une bonne connaissance, mais sur les macro-déchets, à part les ramasser et puis les identifier, il n'y a pas vraiment d'autre solution et personne s'y est attaqué. Mais quand on a un bateau comme ça ou quand on a des bateaux comme ça qui vont aller collecter des déchets un par un, les scientifiques qui vont être à bord, les plasturgistes, ils vont pouvoir qualifier le plastique, le géolocaliser, le quantifier. Et donc du coup, maintenant, avec les modèles de courant, les modèles de météo qu'on a, je vous donne un exemple, un plastique qu'on va récupérer à 800 km au large de l'Inde, avec tous ces modèles météo et courant, on va pouvoir dire et comprendre que en fait, ce plastique qui était jeté, qu'on a récupéré ce jour J, on sait pertinemment qu'il a été jeté à la mer par le Gange 10 jours auparavant. Et donc, du coup, on va faire remonter, on va avoir des données énormes, parce que 300 jours de collecte par an, ça va nous donner des datas extraordinaires. Ça va nous permettre de partager ces datas avec toutes les autres initiatives en termes de collecte. Ça va nous permettre de faire progresser notre collecte, parce qu'on saura de mieux en mieux où sont les déchets en mer, et puis de communiquer mieux avec les pays pollueurs pour leur expliquer voilà les déchets qu'on trouve en mer et qui sortent de vos rivières ou qui sortent de vos régions tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on va faire aussi sur le bilan scientifique. Alors comment ça va se passer concrètement ce projet ?
Donc on a fini notre étude de faisabilité en avril 2018. On est rentré dans la phase 2. Maintenant, on est soulagé, surtout vis-à-vis de nos mécènes qui nous ont fait confiance au début. Et donc maintenant, on est dans les appels d'offres. Comme vous connaissez les projets éoliens, vous savez ô combien c'est long, ô combien ça prend du temps. Ben voilà, nous, c'est un peu la même chose. On lance les appels d'offres, on trouve nos fournisseurs. On va essayer de faire une fabrication au maximum en France et en Europe, en tout cas. On a la chance en France d'avoir les meilleures technologies en termes de chantier naval. Et puis sur les énergies renouvelables, vous savez ô combien on n'est pas si mauvais. Et donc, il y a encore 2 ans là-dessus sur le programme. Puis ensuite, 2 années de construction, avec un assemblage, j'espère, qui se fera dans les chantiers STX à Saint-Nazaire. Et puis après, on verra le premier Manta à l'eau en 2023, qui va faire, lui, 2 années de campagne pour essayer de collecter des déchets et pour pouvoir revenir avec des chiffres. Donc les objectifs, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a vu que sur les simulations qu'on a pu faire, qu'on était capable de ramasser 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Alors vous allez me dire c'est peu par rapport aux 8 millions de tonnes rejetées à la mer, mais 100 bateaux comme ça, ça permet de collecter 10% de la pollution mondiale. 1000 bateaux, ça pourrait dépolluer la totalité de la pollution mondiale. Alors on sait que ce n'est pas possible parce qu'il y a forcément à un moment donné un chiffre qui est critique, au-delà duquel on n'ira pas, puisqu'il y a des plastiques qui sont tellement décimés que la collecte deviendra inefficace et le bateau n'aura pas de raison d'être. Donc est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 200, est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 500 bateaux? Le bon chiffre, on le saura évidemment au fil de la pratique. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un bateau comme ça coûte 30 millions d'euros. C'est un chiffre qui est impressionnant, mais c'est un bateau qui fonctionne pendant 30 ans. C'est un bateau qui a une rentabilité pas si mal, parce que quand on remet ça à un coût de collecte du plastique à la tonne, on n'est pas sur des choses complètement démesurées. Aujourd'hui, si on prend en compte le coût de fonctionnement du bateau, son amortissement, on sort le plastique à 300 € la tonne. Alors, vous n'êtes pas les spécialistes du déchet, mais aujourd'hui, les chiffres de l'ADEME montrent qu'en France, par exemple, 1 tonne de plastique collectée, notamment la poubelle jaune qu'on collecte devant chez vous, ça coûte 150 € la tonne. Donc vous vous rendez compte qu'on est sur un coût qui est 2 fois supérieur au coût de collecte à terre. Nous, ça nous a plutôt amené une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on s'est dit, quand on va aller chercher les déchets plastiques en mer, ça ne va pas nous coûter 2 fois plus cher. On pensait plutôt au début que ça allait nous coûter plutôt 100 fois plus cher et qu'effectivement, on aurait des soucis, économiquement parlant, à démontrer que ça faille le coup d'y aller. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet montrent que la pollution, la dégradation liée au plastique sur les océans est très grave. Elle est beaucoup plus impactante que ce qui se passe à terre. À terre, c'est plutôt les oiseaux qui vont être impactés, mais sur l'eau, il y a les oiseaux, il y a la faune maritime, il y a les tortues, il y a les coraux, il y a la participation au réchauffement climatique, parce que tous ces plastiques qui flottent continuent à augmenter la réverbération. Donc on voit bien, il y a des études qui montrent qu'il y a des taux de natalité qui baissent, etc. Donc à un moment donné, si on se dit non, on ne va pas chercher ces déchets plastiques en mer, à ce moment-là, il faut aussi arrêter d'aller chercher les déchets plastiques à terre. Parce que ça n'a pas de sens de rester les bras croisés et de ne pas aller chercher ces déchets. Donc l'objectif de CiCleaner, il est clair. En 2025, on doit avoir prouvé que notre premier Manta, il fonctionne, qu'il est opérationnel, qu'il ramène effectivement ces 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Et de là, on pourra passer à la phase suivante, qui est de convaincre les États, de convaincre les pouvoirs publics de financer ce genre de bateau. Et là, ils n'auront plus le choix, parce que si l'outil existe et qu'on ne s'en sert pas, c'est que là on est vraiment, on court vraiment la catastrophe. Mais on est bien conscient qu'aujourd'hui, le financement de ce premier bateau, il va être assez facile, même si on a du chemin à parcourir. On a financé ce premier Manta avec du privé. Donc pour vous dire simplement, c'est des donateurs. On a voulu que ce soit le projet de tout le monde. Donc c'est des gens comme vous et moi qui donnent de 5 € à 1 000 € tous les mois. Et puis c'est surtout des mécènes. On en a une trentaine aujourd'hui qui se sont engagés sur 5 ans pour nous accompagner dans le projet. Alors surtout des entreprises françaises aujourd'hui, mais on va communiquer énormément à l'international dans les prochains mois. Donc on va avoir des groupes aussi un peu plus européens et internationaux qui vont nous rejoindre. Mais aujourd'hui, on est très heureux déjà de ce grand élan qu'on a des entreprises. Et on voit bien qu'en 2-3 ans, on va réussir à financer au plus tard le premier Manta. Par contre, on est bien conscient que sur les bateaux suivants, là, il va y avoir un gros travail politique. Donc nos équipes ne vont pas être que des
techniciens, des gens de la communication, des gens de la technique, des gens du plastique. Ça va devenir aussi, il va y avoir des influenceurs politiques pour pouvoir mettre la pression à la communauté européenne, aux collectivités, pour pouvoir financer ce genre de bateau. Et on sait bien, après, le financement dépendra de chaque pays en fonction des impératifs des uns et des autres. Tu voulais dire un mot? Oui, je ne sais pas si j'ai un micro. Il n'a plus de son. Voilà, j'ai un micro. Alors on va peut-être commencer à faire passer le micro dans la salle pour prendre les questions. Moi, pour lancer le bal, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 en fait. 2 en catégorie déchets, je serais à dire une en catégorie énergie. Alors la première, je vais peut-être pas me faire que des amis ici, mais pourquoi est-ce que tu as choisi l'éolien? Parce que tu es marin, tu sais plus que quiconque qu'avoir des voiles, c'est un objet de fragilité pour un bateau. En plus, c'est une éolienne à axe vertical, enfin, 2 éoliennes à axe vertical, c'est pas évident. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es orienté vers une solution mixte éolien-photovoltaïque plutôt que tout photovoltaïque, ce qui aurait permis tout simplement de dérouler quelque part les panneaux à l'horizontale et non pas à la verticale, ce qui crée une opposition au vent et un danger ad hoc? En fait, c'est tout simple. Je crois que le photovoltaïque, vous le connaissez les chiffres mieux que moi, mais aujourd'hui, ça va ne générer à bord que 5% de la consommation énergétique. Donc on aura beau doubler, tripler même ces panneaux solaires, mais de toute façon on a une surface limitée, on n'a que 2000 m². Donc on ne peut pas faire mieux en termes de photovoltaïque. Donc on ne pouvait pas faire autrement que de passer par l'éolienne. Et puis l'éolienne, ça a vite, de toute façon on a vite été réduit aussi dans le choix. Vous le savez aussi certainement, puisque vous êtes dans le métier mieux que moi, que les éoliennes à axe horizontal pose des problèmes quand il y a des changements d'orientation de vent assez brutal, ce qui est le cas sur un bateau, puisque le vent va changer de direction très rapidement, de 5, 10, 20 degrés en quelques dixièmes de seconde parfois. Et on sait bien que les éoliennes à axe vertical se comportent beaucoup mieux par rapport à ces changements de vent. C'est plus rustique, ça tolère mieux ces angles-là. Et donc très vite, le choix s'est orienté vers ces éoliennes à axe vertical, même si on le sait, sur le plan terrestre, c'est des choix qui ont été écartés pour des raisons, je crois, économiques, puisque l'éolienne à axe horizontal est devenue plus rentable en termes de kilowatts produits. Mais nous, on va peut-être mettre un tout petit peu plus d'argent, évidemment, pour produire ces kilowatts. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix par rapport au fait que, Donc, comme vous le savez, il y a des entreprises comme Nénuphar en France qui ont travaillé dur pour essayer de développer ces éoliennes à axe vertical pour des plateformes flottantes. Et d'ailleurs, on a malheureusement, cette société a déposé le bilan en avril 2018, mais on a recruté aujourd'hui dans notre équipe Frédéric Silver, que certains peut-être connaissent, qui était l'ancien directeur de Nénuphar, le directeur de technique de Nénuphar, et qui nous a rejoint il y a seulement quelques jours dans notre équipe. Et donc lui va vraiment travailler dur sur l'ensemble du bateau et sur la mise au point de ces éoliennes. Et effectivement, on le sait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fabricants de ce type d'éoliennes dans le monde. Il y en a un en Suisse de mémoire. Et donc il va falloir essayer de développer notre propre éolienne. Et je pense qu'on a trouvé aussi la bonne personne au sein de Frédéric Silver. Alors sur le registre du déchet, j'ai également une autre question. Tu parlais de 250 tonnes de stockage de déchets recyclables. Donc grosso modo, ça fait entre 500 et 600, voire éventuellement 700 tonnes de déchets collectés en tout. Après quoi, tu es obligé de revenir au port pour déposer ces 250 tonnes. Combien de temps ça prendra a priori? Au bout de combien de temps tu collectes ces fameuses 600 ou 700 tonnes de déchets? Alors on pense que les périodes de collecte, ça va être entre 1 semaine et 3 semaines. Voilà, ça va dépendre de la densité des plastiques. Mais en fait, l'idée d'un bateau aussi, c'est vraiment d'aller dans les zones où la contamination existe. Mais elle varie, cette contamination. C'est-à-dire qu'il y a des zones où c'est régulier, ça revient régulièrement. Mais par exemple, vous le savez, par exemple, quand il y a une inondation d'un fleuve, il y a 100, voire 1000 fois plus de plastiques qui sont dégorgés en quelques semaines ou en quelques jours à la sortie du fleuve. Le jour où on a 5 bateaux comme ça le long des côtes chinoises, et que le Yangtze déborde parce qu'il y a une inondation. Et là-bas, Dieu sait si dans ces régions du monde, les catastrophes naturelles, elles existent et elles sont de plus en plus nombreuses. Mais là, du coup, on peut faire converger ce genre de bateau pour aller travailler avec 5 bateaux en même temps sur une zone. Si on avait été au Sri Lanka suite au tsunami en 2004 avec 5 bateaux, je peux vous dire qu'on a eu du travail pendant près de 3 mois sans problème. Donc du coup, c'est l'avantage aussi du bateau, c'est d'avoir cette mobilité, cette possibilité d'action, et puis cette mobilité tout en étant évidemment propre en énergie.
Alors j'ai encore 2 petites questions et puis après je ferai passer le micro dans la salle. La première, c'est la question du séchage. Est-ce que tu sèches les déchets après les avoir collectés? Parce que j'imagine que si on les trie simplement, ils sont encore humides, on les stocke, on les compacte, on engrange de l'eau avec, l'eau ça pèse lourd, on vaut mieux peut-être s'en débarrasser. Est-ce que vous avez prévu un système pour se débarrasser de cette eau, soit par séchage solaire, soit électrique par rapport à l'énergie produite par le bateau? Alors oui, c'est une bonne question. C'est des sujets sur lesquels qui sont encore à l'étude. Alors on s'est entouré d'une société qui s'appelle MTB, qui est à Lyon, qui est les leaders européens de la fabrication de matériel de recyclage. Et ils sont en train de se pencher encore aujourd'hui sur le sujet. Effectivement, sur les déchets qu'on va ramener à terre, a priori, qui sont recyclables, il n'y a pas trop le souci. Par contre, sur les déchets plastiques qu'on va utiliser dans les pyrolyses, là, on a l'absolue nécessité de dessaler les plastiques. Donc, on est obligé de passer par un lavage à haute pression des plastiques avant de les insérer dans les pyrolyses, voire de les sécher, effectivement, aussi, parce que l'eau est forcément... il y a des déperditions liées à l'eau quand on rentre dans la pyrolyse. Dernière question et après, promis, je passe le micro, je le lâche. C'est la question du déchet recyclable. Est-il recyclé? Dans les pays autour duquel tu vas collecter justement ces déchets, est-ce que tu penses qu'il y a des exutoires pour ces balles de déchets que tu vas ramener? Donc 250 tonnes à chaque voyage. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à ton avis? Est-ce qu'éventuellement tu vas pouvoir les vendre à des recycleurs qui vont du coup en faire une matière première secondaire? Ou est-ce que advienne que pourra? On t'a pas écouté, toi, tu vas être puni. Hein. C'est pas grave, je vais me répéter. Non, les déchets recyclables, ce que je disais au début, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'unités de recyclage dans le monde. Et il y en a en Chine quand même qui se développent. Donc si on prend l'Asie du Sud-Est en exemple, la Chine va développer une centaine d'unités de recyclage d'ici 10 ans. Donc du coup ça va aller. Et puis la plupart, ça tombe bien, c'est près des côtes. Donc nous, on va pouvoir aller dans des ports à proximité de ces unités de recyclage. Et puis après, sur les lieux, comme je disais, comme Bali où il n'y a rien du tout, évidemment, la seule solution pour nous, c'est de mettre à disposition ces pyrolyses et de leur mettre en même temps de leur amener le plastique, de leur donner ces pyrolyses, ces outils. Alors on n'en donnera jamais assez, hein, mais c'est à eux après de trouver le modèle économique, parce qu'une pyrolyse low cost en container, elle est rentable, hein, économiquement parlant. Donc voilà, ils trouveront, mais en tout cas, on est là pour donner un exemple et en paler le premier pas, quoi. Alors effectivement, ça m'avait échappé, j'en suis désolé, et du coup je suis puni. Je vais lâcher le micro pour le passer dans la salle. A-t-on des questions? Oh, ne soyez pas timide à chaque fois. Ah. Merci. Une question concernant le gréement, s'il vous plaît, dont vous n'avez pas parlé. Quelles sont les caractéristiques de ces Dynarig, si j'ai bien compris le nom? Tout à fait, ouais, vous avez tout à fait raison, j'ai omis d'en parler. En fait, quand on a fini de collecter les déchets, l'idée, c'est d'accélérer pour les ramener le plus vite possible à terre. Donc 3 nœuds, c'est quand même la vitesse d'un humain qui marche, donc c'est un peu lent. Il nous semblait nécessaire d'aller au moins à 10 nœuds pour pouvoir ramener rapidement ces déchets à terre. Et là, on s'est rendu compte que l'énergie électrique, c'était pas plus suffisant. On était en butée. Pour passer de 3 nœuds à 10 nœuds, pour vous donner une idée, il faut 20 fois plus d'énergie. Hein, c'est comme ça, c'est les lois des bateaux où il faut, plus on accélère, plus il faut... Écoulement hydrodynamique. Monstrueuse. Ouais, écoulement hydrodynamique, oui. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc du coup, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est effectivement pour le coup de revenir à des voiles. Donc là, ça m'a fait plaisir quand même. Et les seuls gréements aujourd'hui qui permettent de gérer des gréements aussi grands que ça, parce que les mâts culminent jusqu'à 60 mètres de haut, et ben en fait, c'est les gréements Dynarig qui ont été inventés par les Anglais, hein, comme quoi les Anglais sont pas si mauvais, par un chantier naval qui a travaillé là-dessus depuis 15 ans. Et ça permet de réduire en fait la voilure étage par étage, un peu comme on le faisait sur des grands bateaux, des grands clippers. Sauf qu'à l'époque, c'était des dizaines d'hommes qui montaient tout en haut de la mâture et qui réduisaient la voilure. Ben là, nous, on va appuyer sur les boutons en bas. Et en fait, les voiles vont se rentrer dans le mât. Et on pourra réduire petit à petit comme ça la voilure. Donc c'est de gérer de manière électrique et de manière assez rapide. Et c'était absolument nécessaire parce qu'évidemment, avec toutes ces surfaces de voile, ces 3000 m² de surface de voile, humainement parlant, on ne pouvait pas le gérer. Et donc c'est la seule technologie aujourd'hui qui nous permet de le faire. Et on a un brevet qui est déposé où on a su optimiser ces gréements
pour faire des gréements un peu plus épais en fait et optimiser les coefficients de portance des voiles. Et donc du coup aujourd'hui ces gréements vont avoir des coefficients de portance 50% plus importants qu'avant et ça va nous permettre d'augmenter la vitesse et donc d'être plus rapide dans le fait de revenir à terre rapidement. On va même peut-être aussi parfois cumuler en fait un peu d'énergie électrique et de voile. Donc par exemple quand on collecte les déchets, si les vents sont pas trop forts, bah, on met faiblement le moteur, on met quelques voiles, on les met pas toutes, et ça permet d'économiser de l'énergie effectivement en utilisant le combiné voile moteur électrique. Une autre question ? Bonsoir. Comment est-ce que les gouvernements dans les pays d'Asie du Sud-Est réceptionnent ce type de technologie? Est-ce qu'ils sont demandeurs, ouverts? Est-ce qu'ils ont une appétence pour ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore très compliqué de venir leur présenter ce type de projet? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans le tout début de cette démarche-là. Notre objectif, c'est vraiment d'aller recruter des correspondants en Chine, en Japon, dans tous ces pays, pour pouvoir avoir vraiment des gens spécialistes sur l'économie circulaire, les unités de recyclage et la politique, vraiment avoir cette triangulaire et qui puissent nous faire des retours. On va engager ces processus dans les prochains mois et on va avoir des retours effectivement de tout ça dans les prochaines années. Nous, on sera opérationnel dans 4 ans, donc on a le temps de construire tout ça. On a évidemment des ressentis. Aujourd'hui, on a été en Corée du Sud l'année dernière, on a fait des choses. Donc les ressentis sont plutôt bons. On est quand même dans des choses très positives parce qu'on nettoie leurs déchets devant chez eux. Et quand on revient chez eux avec le déchet, on leur donne un outil à disposition où on alimente des unités de recyclage qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir du plastique. Parce qu'une unité de recyclage, à partir du moment où elle existe, le problème c'est qu'il n'y en a pas assez, mais à partir du moment où elle existe, elle est en demande de ce plastique. Alors évidemment, quand ils viennent trop loin, ça coûte trop cher de l'acheminer, donc ils le refusent. Mais s'il est là à proximité de leur usine, ils sont toujours demandeurs. Donc du coup, on est dans un cercle vertueux qui normalement ne devrait pas les freiner. Mais on est tout à fait conscient que certains pays vont être réfractaires. Voilà, on ne sait pas politiquement parlant quelles peuvent être les réactions. Donc on va consulter les 12 pays qu'on a identifiés, par exemple en Asie du Sud-Est. On imagine tout à fait que peut-être 3 pays vont dire non. Ben, c'est pas grave, on ira travailler dans les 9 pays. Et puis le jour où on reviendra avec des chiffres positifs en disant, avec les 9 pays, et en communiquant, en disant, vous voyez ce qu'on est capable de ramasser, vous voyez ce qu'on est capable de faire, et qu'on a une com positive, bah, je pense qu'on arrivera facilement à convaincre les réfractaires qui n'ont pas voulu aller s'engager dans le projet, quoi. Une autre question, monsieur? Oh oui, tout le monde lève les bras, c'est bien. Comme quoi, effectivement, les salles, il faut un peu vous chauffer, puis après, ça y est, ça vient. Bonsoir, tout d'abord bravo, c'est un très beau projet. Moi je voudrais savoir idéalement combien de bateaux faudrait-il mettre en œuvre pour traiter les 9 millions de tonnes de déchets dont vous parlez dans votre plaquette. Alors, si on suit les chiffres qu'on a annoncés, 5 à 10 000 tonnes, on est sur le fait de... Nous, on a considéré que 100 bateaux, on a positionné 100 bateaux sur la carte. Alors évidemment, les endroits stratégiques, les embouchures de fleuves, les grandes villes, les zones hautement contaminées. Et là, on voit vite qu'il y a 100 bateaux auront de toute façon une efficacité énorme. Après, on ne sait pas le bon chiffre derrière ça. On sait juste que 100 bateaux, ça va ramasser 10% de la pollution mondiale. Que 300 bateaux, ça ramasserait 30%. Mais pour nous, on considère que c'est déjà énorme. En combien de temps? Parce qu'il y a une question de temps. En fait, 100 bateaux ramassent 10% ou 20% de la pollution mondiale en combien de temps? C'est-à-dire de ce qui arrive. C'est-à-dire que nous, encore une fois, la pollution du passé, on ne peut pas s'en préoccuper. On peut absorber ce qui va arriver dans le futur. Donc, si on a 300 bateaux comme ça, on est capable d'absorber un tiers de la pollution mondiale, ce qui n'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, il existe 17 000 camions poubelles en France. Donc 300 bateaux qui sont capables d'éradiquer 30% de la pollution mondiale, c'est déjà des chiffres qui sont plutôt très bons, quoi. Oui, c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement de retirer ce qu'il y a déjà, mais de retirer peut-être une partie de ce qu'il y a déjà, mais surtout de collecter ce qui va arriver. Et voilà, nous, on va s'occuper que de ça, de s'occuper de ce qui va arriver. Alors évidemment, on le sait tous, la seule vraie belle solution, c'est l'éducation. C'est la sensibilisation, c'est le comportement humain, mieux gérer les déchets, et puis c'est d'arrêter de consommer le plus possible.
Aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans les océans, c'est essentiellement à 80% des produits qui sortent de la terre, qui viennent de la terre, et essentiellement de la grande consommation. Donc tout ce que vous pouvez trouver dans les supermarchés, la grande distribution, c'est les emballages alimentaires, les jouets, les bouteilles d'eau, tous les contenants de cosmétiques, etc. Et donc, on le sait, tous c'est quasiment à 90%. On est capable aujourd'hui de faire des supermarchés où il y a plus ces contenants plastiques, en utilisant le carton, le verre, en utilisant le vrac. Donc c'est qu'une question de choix en fait, évidemment un peu d'argent aussi parce qu'il y a un surcoût à certains emballages, mais on peut espérer que dans 10 ans en Europe on soit un peu plus exemplaire et puis que dans 30 ans ou dans 40 ans, dans ces régions du monde un peu plus reculées, que ça change. Donc s'il y a bien une période où il faut aller collecter les déchets en mer, c'est entre maintenant et les 50 prochaines années, en espérant qu'après le boulot d'éducation, de sensibilisation ait fait son chemin. Oui, parce qu'en plus, le risque, c'est que si on ne fait pas d'éducation, les gens pourraient tenter de dire puisqu'il y a quelqu'un qui ramasse devant chez moi, en gros, je fais plus d'efforts et puis j'en profite et je continue finalement à balancer mes déchets. Oui, mais vous savez, c'est le principe du camion poubelle aussi. Donc, si on disait on arrête d'aller chercher les déchets devant les gens, parce que sinon, ça ne marcherait pas, ça ne peut pas marcher ça. Donc il faut être exemplaire dans tous les domaines, dans l'éducation, la sensibilisation, le triage des déchets, le recyclage et évidemment la récupération des déchets. On n'a plus le choix. Alors, on a 2 autres questions, 3. Alors 1, 2, 3. Merci, bravo pour ce projet. Voilà, Philippe Loiseau, Boralex. Je voulais juste savoir quel est le mode de financement, parce qu'on parle de 30 millions d'euros. Quel est le mode de financement et comment des sociétés peuvent aider à ce projet? Alors, si vous voulez nous aider, c'est le moment. On ne peut pas dire mieux. Donc, vous allez aller voir David, qui est ici présent, qui est notre directeur marketing et qui va vous accueillir les bras ouverts. Et effectivement, l'idée, c'est d'accueillir le plus possible de mécènes. On en a 30 aujourd'hui. On a pour objectif d'en avoir 100. On a vraiment du petit mécène au très gros. On a une fourchette très très large, des entreprises de quelques millions d'euros seulement qui sont venus nous rejoindre. Et puis il y a des entreprises du CAC 40 qui vont rentrer bientôt dans le projet. Donc il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas de restrictions. On n'est pas à dire eux ils sont pollueurs, ils ne sont pas pollueurs. On est tous plus ou moins pollueurs de toute façon et on doit tous contribuer. C'est un projet global, mondial et on doit intervenir. Après, il y a aussi des donateurs privés. On ne les néglige pas, tous les gens privés qui veulent participer au projet. On en a des milliers aujourd'hui, on est content de les avoir. Et cette multiplicité, en fait, nous donne de la liberté. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG, d'assauts qui sont liés à des industriels, qui sont liés à des fonds d'investissement. Il y a un fonds d'investissement ou 2 derrière. Et le jour où la stratégie elle change dans le fonds d'investissement, il y a tout qui bascule. Alors que là, en ayant des sources de financement comme ça, complètement démultipliées et plurielles, on a une liberté d'action qui est très forte et on peut vraiment tenir notre éthique et notre action jusqu'au bout sans être influencé. J'avais une autre question un peu devant, me semble-t-il. Non? Alors, monsieur. Oui, bravo pour ce projet. Vous n'avez pas évoqué en fait le plastique biodégradable. Or, certaines startups actuellement travaillent sur le sujet. Donc, vous partez du principe qu'on va reconduire la situation et que votre projet interviendra à partir de maintenant. Mais si effectivement la technologie nous permet en fait d'évoluer vers du plastique biodégradable, ce qui est le cas à l'étude pour certaines startups, ça ne fera qu'améliorer et diminuer, et parallèlement, effectivement, avec votre projet, ça ne fera qu'amplifier les résultats positivement. Ne croyez-vous pas? Complètement. Et aujourd'hui, nous, on est suffisamment bien placés pour participer à des centaines de forums, à des centaines d'initiatives. Et on voit bien que ça bouge. Alors ça bouge très très bien en Europe. Effectivement, le biodégradable, le biosourcé, il y a plein de choses, le recyclage, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Et nous, on peut qu'encourager ça et on essaie d'être positif. Mais voilà, il faut être réaliste aussi. Quand tu vas en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, là-bas, ils ne savent toujours pas que de jeter une bouteille d'eau à la mer, c'est mal. Donc je peux vous dire qu'ils sont à des années-lumière du biodégradable, de tout ça.
Donc si on se projette sur 50 ans, on n'a pas le choix. On ne peut pas se dire, nous, rester les bras croisés en disant mais non, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer, ça va aller dans le bon sens. Non, ça va prendre du temps. On a 30 ans de retard, on aurait dû démarrer ce processus il y a 30 ans et réagir et foutre un électrochoc déjà il y a 30 ans. Bah maintenant, on démarre tout juste ce processus-là. On a pris plein de belles initiatives, même s'il y a des limites, parce que le recyclage, il ne faut pas penser que c'est la solution absolue, notamment pour les déchets qui vont à la mer, parce que mieux recycler, ça ne veut pas dire que les déchets, le tiers de déchets aujourd'hui qui part dans la nature, bah, peut-être qu'il y en a une partie qui va être un petit peu absorbée par le recyclage parce qu'on va le valoriser, mais il y aura toujours une grosse partie de ces déchets qui partiront dans la nature malgré tout. Et donc la solution, elle ne réside pas que dans le recyclage. Et à un moment donné, c'est le comportement humain, les habitudes, voilà, l'éducation, la sensibilisation qui fera que ça change un jour. Donc on ne peut pas se passer de ça. Mais effectivement, on a espoir que tout ça aille dans le bon sens. J'étais encore tout à l'heure à Lyon où on parlait du biosourcé. Mais vous voyez, par exemple, le biosourcé, aujourd'hui, ils disent dans les interventions, ils disent que c'est 8 à 12 fois supérieur en termes de coût. Donc réussir encore à convaincre des industriels de mettre un coût x10 pour pouvoir fabriquer leurs contenants en biosourcé, bah, c'est bien. Mais je peux vous dire qu'il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont capables de le faire. Donc ça va prendre du temps tout ça. Oui, puis je me permettrai juste aussi d'ajouter que les bioplastiques sont une bonne solution, ou une bonne mauvaise solution, ça dépend du sens dans lequel on parle, puisqu'il faut savoir que dans les conditions de température et de pression, quand ça finit par couler, en fait, ça ne se dégrade plus. Voilà, donc c'est effectivement important. Ça dépend des plastiques, en fait. Ouais, il y en a beaucoup, effectivement, qui finissent par couler, alors on ne le voit plus, c'est super, mais en fait, ils sont toujours là. Une autre question, peut-être? Oui. Oui, bonjour et bravo pour ce projet. Une question sur le ramassage. Dans les images que vous montrez, on imagine que vous ramassez les plastiques qui sont sur l'eau, mais pour la faune marine, c'est probablement les plastiques qui sont entre deux eaux qui ont le plus d'impact. Est-ce que vous êtes aussi en mesure de les ramasser, ces plastiques entre deux eaux? Alors la réponse est non. Nous, on va collecter les déchets plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, 80% des déchets plastiques flottent au début, sur les premiers mois. Et effectivement, au bout de 8 mois, 9 mois, 1 an ou plus, les déchets vont finir par couler ou se dégrader. Et là, on ne peut plus rien faire. Donc 80% des plastiques flottent au début, mais 99% finissent par couler un jour. Bon, évidemment, si on enlevait la mer au niveau de l'Asie du Sud-Est, je peux vous dire qu'on verrait les fonds marins, c'est que d'une décharge à ciel ouvert. Donc voilà, là c'est trop tard. Et d'où l'intérêt pour nous d'intervenir vraiment à la source, au début du problème, au début du moment où on arrive à capter ces déchets. Voilà. On va prendre peut-être une dernière question. Mathieu. Bonsoir et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et votre ambition. On a récemment eu une émission envoyée spéciale sur le plastique. Alors nous, on n'aime pas trop envoyer spécial depuis quelques semaines, parce que sur l'éolien, c'était moins reluisant. Mais ceci étant, sur le plastique, il y avait un dirigeant de Coca-Cola qui a été interviewé et qui a été mis devant le fait accompli, à savoir leur irresponsabilité par rapport finalement à la consommation de l'industrie agroalimentaire en termes de plastique. Ma question est la suivante: est-ce que, en qualité de mécène, cette industrie agroalimentaire a été approchée? Est-ce que finalement les fabricants de plastique eux-mêmes ont été approchés pour qu'ils puissent finalement réparer indirectement leur production et leur impact sur l'environnement, même si on sait bien que c'est beaucoup une question d'éducation dans l'utilisation de ces plastiques? Alors, oui, on a commencé à approcher les fabricants de plastique, évidemment, ceux qui sont dans la grande consommation. On a aujourd'hui, par exemple, le groupe Barbier, qui est une entreprise qui est leader en France de fabrication de films plastiques, notamment les films alimentaires, qui nous soutient et qui a une grande démarche aussi vers le recyclage. On a approché Danone, par exemple. Alors là, ça s'est pour l'instant transformé en un refus. Donc moi, j'avoue que ça m'agace, hein, parce qu'effectivement, je pense que ces gens-là, Danone, Nestlé et tout, qui ont quand même beaucoup de déchets plastiques dans la mer ou Coca-Cola, c'est plutôt eux qui devraient venir nous voir en disant il faut qu'on résolve ensemble
un peu ce problème. Il y a une nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, justement, qui est bien placée pour ça. Je n'osais pas suggérer. Tout à fait, voilà. Donc j'espère qu'ils changeront leur d'avis chez Danone et on va y travailler. Alors c'est vrai que certains... si on prend le problème de Danone, aujourd'hui, par exemple, leur bouteille Evian, elle est recyclée à 0%. Alors, ils ont dit on va recycler dans les prochaines années à 50%, mais ils sont encore à 0%. Donc, en fait, ils ont un tel boulot à fournir pour pouvoir déjà rentrer dans ce processus-là, qu'eux, ils n'en sont même pas à réfléchir de se dire qu'allons chercher nos déchets plastiques dans la mer, parce qu'ils ont aussi 30 ans de retard. Donc là, on est juste en train de les bousculer, de les titiller et de leur mettre la pression. Ils disent, oh là là, les consommateurs, ils ne sont pas contents, maintenant, il va falloir qu'on recycle. Mais effectivement, ils devraient, certes, faire en sorte qu'on recycle mieux leurs bouteilles, mais ils devraient aussi se préoccuper, évidemment, d'aller chercher ces déchets avec nous en mer. Voilà, j'espère qu'on va réussir à en convaincre. Mais c'est un peu notre combat avec David et toute l'équipe de Cycleaner d'aller convaincre les non-pollueurs, mais aussi les pollueurs, les industriels, les consommateurs. Tout le monde est dans le même panier. Tout le monde doit mettre, à un moment donné, son pied dedans pour faire avancer le projet. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on en reste là, que ce soit le mot de la fin. Alors, moi-même, je n'ai pas encore eu... Merci beaucoup. Innovation. Merci. On reste avec vous quand même pour boire des coups quand même parce qu'on a un peu de retard. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques apéros. Donc voilà, on sera à votre disposition avec David pour échanger. C'est exactement ce que j'allais dire. Si le cœur vous en dit, si effectivement vous avez envie de participer à ce beau projet, n'hésitez pas à aller voir Yvan et David. Je pense qu'effectivement vous pourrez en discuter autour d'une bière. Voilà, écoutez, bon appétit, bon, comme on dit quand on a soif, bon apéro, oui tout simplement. Bon apéro et bon appétit. Et puis merci d'avoir suivi cette conférence et bravo encore Yvan.